Merci de ces propos, plein de responsabilités pour moi et plein d'espoir aussi. Mais vous êtes une organisation qui avait une certaine avance sur nous, parce que vous allez voir que vous nous parlez de ce que pourrait être l'organisation dans 20 ans, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons 70 ans. Donc vous avez 20 plus 20, ça fait 40, donc vous avez forcément une avance sur nous. Merci. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, avant mon propos officiel, juste quelques mots personnels, quelques confidences. J'ai été, comme vous l'avez dit, commerçant pendant 50 ans, bijoutier près de Paris. La bijouterie, c'est un secteur d'activité qui est très porteur en Grèce. Ce que je peux vous dire, c'est que lors de mes visites en Grèce, je me promenais avec mon épouse et j'ai été voir mes collègues bijoutiers. Et la vendeuse était tellement efficace qu'elle est arrivée à me vendre une bague. Moi, bijoutier, j'ai acheté une bague chez un confrère grec. Donc c'est pour vous dire l'efficacité des professionnels du commerce en Grèce. Et parallèlement à cette vie de commerçant que nous connaissons tous, j'ai été et je suis toujours syndicaliste patronal depuis 30 ans. Président de chambre syndicale de la bijouterie de Paris, président de la Fédération nationale et maintenant président du Conseil du commerce de France depuis 9 années. Ce sera donc, si vous le permettez, un commerçant qui va vous parler du commerce. C'est un plaisir d'être ici parmi vous, en Grèce, où malgré la crise et les difficultés, vous restez une terre d'exception et où les touristes arrivent de plus en plus nombreux, puisqu'en 2013, vous avez battu les records de visites touristiques de la Grèce. J'ai découvert la Grèce il y a fort longtemps et j'adore y revenir. Merci de m'avoir donné l'occasion d'y revenir d'une manière un peu différente, non pas pour des vacances, mais pour faire acte utile pour le commerce grec. La Grèce, Mercure, dieu du commerce, mythologie. Donc on est vraiment dans une réflexion importante. Le thème que vous me demandez de traiter, organisation du commerce et des entreprises dans l'environnement international les 20 prochaines années. C'est le thème que nous allons développer à notre tour en février 2015 pour les États généraux du commerce à Paris. Alors une question est venue vers moi tout naturellement. Ou vous m'avez invité trop tôt, ou c'est par vos questions, par vos réactions, que c'est vous qui allez nous aider à réaliser de meilleurs États généraux en 2015. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'aurai plaisir à vous inviter pour cette manifestation en février 2015 à Paris. Mais une chose est certaine, le fait que, sans nous consulter, nous nous posions les mêmes questions a forcément un sens positif. Je me souviens, dans mes débuts de syndicaliste, quand on faisait des séances de formation avec des formateurs de haut niveau, on nous disait « l'essentiel, ce n'est pas d'apporter les réponses, l'essentiel, c'est de se poser les bonnes questions ». Et le fait que nous nous posions cette question est la preuve que nous sommes ensemble sur la bonne voie. Hier, nous avons beaucoup échangé sur la crise. Et je veux saluer le courage de la Grèce, le courage des Grecs et les difficultés surmontées par le commerce grec et l'économie grecque. Vous êtes un exemple pour les efforts qui vous conduiront à votre redressement. Les premiers effets se font déjà sentir. Je félicite bien sûr la présidence grecque de l'Union européenne et tous ensemble, je dis bien tous ensemble, l'Europe sortira plus forte de cette grave turbulence qu'elle traverse actuellement. On a tous l'habitude, la mauvaise habitude, de mettre sur le compte de l'Europe les raisons de nos difficultés et nous oublions trop souvent que l'Europe nous apporte des réconforts importants. Donc je suis là, bien sûr, pour échanger, pour vous écouter. Donc maintenant, je vais aller dans le fond du sujet. Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter à ce congrès
et je vous en remercie. Je suis particulièrement heureux de représenter le Conseil du commerce de France devant vous aujourd'hui. Au regard de la similarité de nos intérêts que nous défendons et des enjeux communs qui nous lient. Le thème de ce congrès renvoie à des réalités et à des problèmes que nous connaissons bien au Conseil du commerce de France, sachant que 95% des entreprises que nous représentons comptent moins de 10 salariés. Les échanges qui suivront sont riches d'enseignements pour moi et probablement source d'inspiration, comme je vous l'ai déjà dit. Permettez-moi tout d'abord de présenter mon organisation professionnelle en quelques mots. Le Conseil du commerce de France, qui fêtera ses 70 ans l'année prochaine, est l'organisation professionnelle qui réunit les fédérations et les acteurs économiques du commerce. C'est une organisation ombrelle. Nous représentons le commerce dans toute sa diversité et sous toutes ses formes. Des marchés, commerce de détail, commerce de gros, grande distribution, commerce de proximité, e-commerce, vente directe, commerce et franchise. Chaque secteur du commerce est représenté. Habillement, bijouterie, parfumerie, bricolage, automobile, alimentation, optique, équipement de la maison, en tout 32 fédérations. Ces 32 fédérations qui représentent plus de 650 000 entreprises et près de 3,5 millions d'emplois. Sans se substituer à l'expertise et à l'action de nos adhérents, nous nous attachons à défendre leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et des pouvoirs européens. Nous sommes bien sûr membres d'Eurocommerce et nous occupons 2 postes au Steering Committee, dont un de vice-président. Notre mission se traduit par différentes actions concrètes en complément de nos activités régulières de lobbying. Rendez-vous avec des parlementaires. J'ai mis en œuvre des rendez-vous systématiques avec des parlementaires qui s'intéressent aux ambitions et problématiques du commerce et nous arrivons à obtenir en tête-à-tête entre 60 et 70 rendez-vous par an avec les parlementaires. Donc c'est très important parce qu'on s'était rendu compte que les parlementaires n'avaient pas une vue totalement ouverte du commerce. Nous organisons bien sûr diverses manifestations, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Les États généraux du commerce qui se tiennent annuellement et qui sont l'occasion de réunir l'ensemble des parties prenantes autour d'un sujet dédié au commerce. En février dernier se tenait la 6e édition des États généraux du commerce sur le thème « Quelle liberté pour le commerce ?» Vous savez que nous voulons de la liberté de nous installer, la liberté de grandir, la liberté d'avoir des horaires qui sont en adéquation avec les exigences de nos clients. Cet événement, placé sous le patronage du ministère du Commerce et avec la présence du ministre du Commerce, a rassemblé plus de 400 personnes. Nous organisons également ce que nous appelons les matinales du commerce, qui tout au long de l'année sont l'occasion d'échanger avec une personnalité du commerce autour d'un petit déjeuner. Enfin, j'ai créé, comme je l'avais indiqué, un groupe de liaison Parlement-Commerce. Ce groupe de liaison Parlement-Commerce organise 2 dîners-débats par an, l'un au Parlement, l'autre au Sénat, avec notre conseil d'administration et des parlementaires qui s'intéressent aux ambitions et aux problématiques du commerce. Donc, c'est très important de tisser des liens, je dirais, réguliers avec le monde politique et des liens qui sont au-delà des liens obligatoires. Nous réalisons bien sûr des outils de référence pédagogique et de promotion du commerce à destination des acteurs du commerce. Le livre blanc Commerce et fiscalité, c'est sa 2e édition. Nous nous sommes rendus compte que le commerce ne payait pas plus de taxes que les autres secteurs, mais qu'il y avait de plus en plus, et ça doit être pareil pour vous, de plus en plus de taxes qui étaient déconnectées du chiffre d'affaires. Et c'est très compliqué pour des entreprises quand vous avez un chiffre d'affaires qui diminue et une fiscalité qui progresse. Nous avons aussi réalisé un pacte pour le développement du commerce. Ce pacte pour le développement du commerce a été fait lors de la campagne des élections présidentielles
de 2012. Nous avons été présentés à tous les candidats les ambitions du commerce. Et ces candidats, nous étions avec une équipe de tournage, et ces candidats, je ne voulais pas rentrer dans le jeu questions-réponses, parce que vous savez que les hommes politiques sont très forts pour vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire et pour inverser parfois l'ordre des questions et des réponses. Donc ils avaient 5 minutes pour répondre à leur tour et seuls devant les questions qu'on leur avait posées. Alors ça nous a été d'une très grande utilité parce que maintenant nous avons un combat énorme que nous menons, c'est le combat qui consiste à dire, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, ce qui consiste à dire adaptons nos horaires à la présence des clients. Et nous nous rendons compte que dans certaines zones touristiques de Paris, les boutiques sont fermées le dimanche. Et les touristes chinois, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Le samedi soir, ils prennent le train pour aller à Londres et continuer leurs achats sur Londres. Donc, François Hollande, qui était candidat à ce moment-là, nous a dit « Je suis pour une extension d'ouverture dans la mesure où les règles sociales sont respectées. » Donc maintenant, croyez bien que nous en tirons le plus grand profit. Nous avons aussi un guide pour le commerce éco-responsable parce que nous ne pouvons pas déconnecter l'éco-responsabilité du commerce. On nous fait souvent de faux procès et les commerces en règle générale deviennent des lieux de vie et des lieux d'échange importants. Bien sûr, nous travaillons directement et pour nos adhérents au sein du Conseil du commerce de France. Les acteurs et fédérations du commerce se réunissent régulièrement pour s'exprimer sur différentes questions concernant le secteur. Ces échanges permettent de mutualiser les expertises, d'identifier les enjeux, les défis et de fixer collectivement les positions à prendre pour affirmer le dynamisme et les ambitions et la force du commerce français sur des thèmes multiples, comme je l'ai déjà dit, fiscalité, emploi, formation, environnement, consommation, concurrence, sécurité, accessibilité. Nous avons des groupes de travail sous toujours l'autorité d'un président de fédération. Notre mission s'inscrit aussi dans un cadre plus large puisque, au-delà de notre réseau de partenaires institutionnels, nous participons directement à l'action du MEDEF. Vous connaissez le MEDEF, le Mouvement des entreprises de France, organisation représentative des entreprises en France. Ces actions auprès des pouvoirs publics sont souvent liées à des sujets qui nous concernent plus ou moins directement et nous y trouvons ainsi une tribune et un relais efficace pour la défense de nos adhérents. Au sein des différentes commissions du MEDEF, nous travaillons aussi à la mise en œuvre du parc de responsabilité lancé par le Président de la République en janvier et nous soutenons bien sûr l'ambition du MEDEF de créer 1 million d'emplois en France d'ici 5 ans, dont la réussite dépendra de l'efficacité des mesures gouvernementales annoncées, notamment en matière fiscale, et surtout aussi de créer un meilleur climat de confiance et non pas rester en France. Nous sommes en France dans un climat de défiance, dans un climat de difficulté. Il faut aller vers un climat de confiance. Nous travaillons bien sûr avec le MEDEF aussi sur des sujets propres à notre secteur, comme sur celui, comme je vous en ai déjà parlé, de l'ouverture dominicale et tardive des commerces. Vous savez que nous avons, nous aussi, la chance de recevoir de nombreux touristes. Nous avons 86 millions de touristes, mais chez nous, nous avons un tourisme de transit, c'est-à-dire que les touristes passent souvent et ne restent pas longtemps, alors que vous avez 17 millions, je crois, de touristes, mais que sont des touristes ce sont des touristes de destination c'est une destination de vacances. Et vous savez quelle est l'importance du lien commerce et tourisme. Nous assurons aussi une veille permanente et optimisée des évolutions juridiques et réglementaires du secteur du commerce. Le Conseil du commerce de France constitue donc une source d'information incontournable pour ses membres. Notre organisation travaille enfin sur la valorisation des métiers du commerce, dont la diversité des compétences et le savoir-faire en fait un secteur clé de l'économie française. S'il fallait résumer le commerce en quelques chiffres, en France, voilà ce que l'on pourrait retenir. 3,5 millions d'emplois. Le commerce est passé devant l'industrie depuis de nombreuses années. 1 400 milliards de chiffre d'affaires, 10% du PIB.
Chez vous, c'est 16% du PIB en Grèce. 200 milliards de valeur ajoutée, soit 11% de la valeur ajoutée nationale. 780 000 entreprises. Sur 780 000 entreprises, le Conseil du commerce de France en rassemble 650 000, soit une entreprise sur 4. 95% de PME. 60 000 nouveaux commerces chaque année. Le commerce se démarque en France, mais chez vous aussi, par sa diversité, plus de 100 métiers différents, mais aussi par son rôle de tremplin et d'ascenseur social qui en fait un secteur fortement intégrateur. Un jeune sur 4 commence sa carrière dans le commerce et un quart des salariés n'a aucun diplôme quand il débute. Comme de nombreux pays européens, notre secteur, bien sûr, connaît un ralentissement depuis 2 ans. Alors que le commerce en France a continué d'embaucher pendant la crise, jouant ainsi le rôle de stabilisateur social, il marque aujourd'hui le pas. Si 500 000 emplois ont été créés depuis 20 ans, le commerce connaît aujourd'hui une diminution de ses effectifs avec la perte de 20 000 emplois en 2012. Je sais que pour vous, vous avez souffert beaucoup plus, mais que vous êtes maintenant sur la voie de la reconstruction. Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement, comme bien sûr le renchérissement du coût du travail, le recul de la consommation des ménages et une pression fiscale accrue, qui pèse forcément sur le budget des ménages, bien sûr, et sur la trésorerie des entreprises du commerce, qui freinent leurs investissements, donc leur développement. Ces difficultés ont été entendues par le gouvernement à travers l'annonce du pacte de responsabilité en janvier. Nous lions aujourd'hui nos efforts avec le MEDEF pour que les mesures proposées permettent de relancer au mieux l'activité des entreprises, notamment celle du commerce. Ce ralentissement d'activité ne remet pour autant pas en cause la formidable capacité du commerce à s'adapter dans un monde mouvant. Notre secteur vit en effet une véritable révolution, en France comme ailleurs, sous plusieurs formes, qui modifient profondément le paysage commercial et le contexte sociétal, obligeant le commerce à se renouveler et à se réinventer constamment. Cette révolution est d'abord géographique. L'ouverture internationale du secteur de plus en plus forte pose de nouveaux défis aux acteurs du commerce. On assiste à une concurrence accrue avec l'arrivée de nouveaux concepts, produits, marques, circuits de distribution qui pénètrent facilement les marchés nationaux, comme c'est le cas en France. Il suffit de se déplacer sur les Champs-Élysées pour voir de nouvelles enseignes, Abercrombie, Marks & Spencer, Icewatch, etc. Cette concurrence peut être une source d'inquiétude pour les acteurs, mais elle pousse surtout à modifier leur stratégie et à se diversifier, à s'adapter, à innover, ce qui ne peut que favoriser le secteur du commerce. Le commerce doit s'innover et se réinventer tous les jours. Moi, j'ai été bijoutier pendant 47 ans dans la même ville et je peux vous dire que ma dernière année a été la meilleure parce que sans arrêt, je me suis remis en question et je ne vendais pas et proposais pas les bijoux de la même façon dans mes dernières années de commerçant que dans mes toutes premières années de commerçant. L'autre révolution qui accompagne le commerce est technologique. L'évolution accélérée des nouvelles technologies entraîne une digitalisation constante des transactions commerciales. Et le consommateur peut désormais choisir, acheter et se voir livrer ses produits aux 4 coins du globe. Mais cette révolution technologique se fait surtout au niveau local. L'affirmation de nouveaux circuits commerciaux modifie les rapports entre le client et son commerçant le plus proche, dans sa région, dans sa ville, dans son quartier. Ces nouveaux formats transforment en profondeur la manière de produire un service commercial pour le distributeur et les modalités du processus d'achat pour le consommateur. Nous sommes rentrés dans l'ère du cross-canal, voire du commerce connecté, modèle dual qui lie durablement magasin physique et magasin virtuel. Au-delà de la montée en puissance du e-commerce qui représente un marché
de plus de 50 milliards d'euros en France. D'autres formats prennent une place de plus en plus importante dans le parcours d'achat des consommateurs. L'accès à Internet ne se fait aujourd'hui plus seulement depuis son ordinateur chez soi ou sur son lieu de travail. Le consommateur est en effet accompagné à tout instant par son smartphone ou sa tablette numérique. Il est donc constamment connecté. Le e-commerce se voit ainsi complété par le m-commerce, commerce sur mobile, ou encore le t-commerce, commerce sur tablette, qui connaissent actuellement une croissance exponentielle. En 2013, plus de 10% de Français ont acheté un produit sur leur smartphone, et ce chiffre ne fait qu'augmenter. D'ici 2020, tous les clients seront équipés en mobile connecté, ce qui pousse même certains à prédire la disparition à terme de l'Internet fixe au profit d'un Internet 100% mobile. Cette digitalisation du parcours d'achat modifie par ailleurs la logique comportementale des clients. Ces derniers sont en effet de plus en plus informés et donc de plus en plus exigeants. Leur manière de consommer est guidée par de nouvelles valeurs, parfois contradictoires. Individualisme, communautarisme, hédonisme, rassurance, réassurance, défiance. Face à tous ces changements majeurs, le commerce doit lier anticipation, imagination et réactivité. Il faut désormais accompagner le client tout au long de son expérience d'achat, de la définition de son besoin d'achat, du service avant-vente et du service après-vente. Naissent ainsi de nouveaux formats de magasins, de nouveaux moyens de paiement sans contact, portefeuille électronique, de nouveaux services et des moyens de promotion ultra personnalisés. En France, on voit se développer de nombreux concept stores qui s'adressent à des clientèles de plus en plus ciblées. La moitié des commerces actuels n'existaient pas il y a 10 ans. Ces 3 dernières années ont vu naître ainsi près de 400 nouveaux concepts commerciaux, preuve que le commerce est continuellement en recherche d'innovation. Les acteurs du commerce anticipent constamment les besoins du consommateur et savent se positionner, adapter leurs formats et leurs services en fonction des tendances observées sur le marché. S'adapter demande en effet d'entrer dans un processus d'apprentissage dont une composante importante est l'observation et l'analyse des comportements et exigences du consommateur. Nous vivons une véritable révolution technologique pour le petit commerce et il faut que ce petit commerce se mette vraiment à l'heure du e-commerce. Le consommateur souhaite participer à l'élaboration du produit. On lui propose donc de personnaliser, voire de customiser ses vêtements, ses chaussures, sa voiture, ses meubles. Il devient un consommateur. Il souhaite choisir le meilleur produit au meilleur prix et conforter son choix. On lui propose de consulter des avis, des commentaires, des notations de la part d'autres clients sur les sites commerciaux ou sur les réseaux sociaux. Il souhaite participer à une démarche solidaire, écologique, durable. On lui propose des points de vente ou des concepts commerciaux guidés par ces valeurs, depuis le choix des produits jusqu'aux méthodes d'achat et de gestion. C'est le commerce équitable, le commerce éco-responsable, le commerce collaboratif. Il souhaite gagner du temps sur ses achats contraints essentiellement. On lui propose des drives, plus de 2500 unités en France. Il souhaite un produit spécifique à sa culture ou à son âge. On lui propose des magasins au rayon ethnique, végétarien, bio, etc. Le nouveau concept important en France de la silver economy. Silver economy, c'est une économie pour les personnes aux cheveux blancs comme moi, qui ont la mauvaise habitude de vivre longtemps et de coûter cher à la sécurité sociale, mais c'est aussi un secteur de développement essentiel. Le nouveau concept de la silver economy qui émerge actuellement en France répond également à ces attentes de produits, rayons et services dédiés aux personnes d'un certain âge, pas âgées, d'un certain âge, et des commerces de plus en plus accessibles. Toutes ces innovations en cours et à venir impliquent des efforts constants dans la formation et la valorisation des différents métiers du commerce. La mutation est telle et si rapide
qu'il faut sans cesse réimaginer les parcours et réinventer les contenus de formation. Demain, le vendeur devra accompagner véritablement son client, qu'il soit physique ou virtuel. Il devra être capable d'adapter son commerce aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Il devra s'adresser aux jeunes via les canaux utilisés par ceux-ci, réseaux sociaux, smartphones, tablettes. Il devra proposer des conseils, des modes de livraison, des garanties adaptées aux besoins de chaque catégorie de clients. Des tendances qui annoncent une véritable révolution du métier de vendeur, qui englobera une multitude de compétences, expertise produit, expertise client, marketing, conseil et relationnel, maîtrise des nouvelles technologies et développement et conception web. Par ailleurs, l'émergence des nouveaux circuits de distribution et de processus d'achat liés aux nouvelles technologies annonce de nouveaux défis passionnants pour le commerce traditionnel. Le e-commerce, mais aussi le m-commerce, le t-commerce, loin d'annoncer la fin des magasins physiques, constituent en fait une véritable opportunité pour les enseignes physiques. Vous savez, on se rend compte d'une chose, c'est que maintenant, tous les pure players sont en train de réaliser qu'il faut quand même un magasin physique pour s'affirmer auprès des consommateurs. Les règles du jeu sont même en train d'évoluer peu à peu en faveur de celles-ci, comme je vous l'ai dit, sous l'effet de la quête de rentabilité des pure players, de la crise traversée par la vente à distance et des efforts développés par les distributeurs traditionnels pour rattraper leur retard sur le net. Ces derniers passent de plus en plus d'une logique de brick and mortar à une logique de click and mortar. Exemple d'H&M qui a lancé sa boutique en ligne en mars 2014. Les acquisitions de pure players se multiplient également pour renforcer les compétences, diversifier l'offre ou déployer des synergies. Exemple de Darty qui a dernièrement racheté le site marchand Mr Good Deal à M6. Les enseignes s'ouvrent de plus en plus au cross-canal, jouissant d'un avantage concurrentiel face aux acteurs du net. Leur avantage concurrentiel, c'est leur réseau de magasins. En s'ouvrant au cross-canal, elles replacent le magasin au centre du processus d'achat en mettant en place des dispositifs de web-to-store et en digitalisant les points de vente. Elles s'adaptent de ce fait au comportement d'achat du consommateur et valorisent au maximum l'expérience d'achat. Cette révolution touche aussi le commerce indépendant de proximité. Alors ça, c'est important, si vous voulez, parce que pour le commerce indépendant de proximité, jouer la carte du e-commerce tout seul, ce n'est pas possible. Conscient de l'immédiateté et que l'immédiateté est leur carte maîtresse, c'est-à-dire que c'est la proximité, des unions de commerçants locaux s'organisent pour se développer sur le web et créer des plateformes marchandes proposant une livraison à domicile, un retrait en point de vente, voire en consigne automatique. Ça, c'est très important, si vous voulez. Il faut que les associations de commerçants, je ne sais pas si ça existe chez vous, aident les commerçants indépendants à se structurer et à avancer d'une manière significative vers ces nouvelles technologies. Vous savez, il y a 30 ans, le commerçant indépendant a vécu la révolution de l'informatique dans son point de vente. Pour certains, c'était compliqué. Maintenant, on ne peut plus s'en passer de l'informatique dans le point de vente. Et je pense que le e-commerce et la vente sur Internet pour le petit commerçant est fondamentale. Avec 36 000 communes en France et plus de 600 000 commerces de proximité, le potentiel est énorme. Certaines communes montrent l'exemple. Conciergerie numérique Asso. C'est ma ville, on a créé une conciergerie numérique, c'est-à-dire vous commandez sur Internet, le commerçant dépose dans une conciergerie numérique votre achat et vous passez le prendre quand vous voulez, à 8 h, à 9 h, c'est ouvert 24 h sur 24. Acheter à Saint-Amand.com, c'est un groupe de commerçants de Saint-Amand qui a fait un centre de e-commerce, de vente en ligne groupé. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux circuits de distribution et de processus d'achat liés aux nouvelles technologies annonce bien sûr de nouveaux défis passionnants pour le commerce traditionnel. Le e-commerce, mais aussi le m-commerce,
Et le e-commerce, comme j'en ai parlé, loin d'annoncer la fin des magasins, constitue en fait une véritable opportunité pour les enseignes physiques. On a chez nous la pape du e-commerce qui s'appelle Catherine Barba, qui a écrit un livre, « Le commerce physique, le magasin n'est pas mort ». Donc, si vous voulez, il ne faut pas penser que le e-commerce va tuer le magasin, ça va être un magasin différent, qui va être plutôt un lieu de reconnaissance, d'accueil du produit. Et moi, je dis toujours que le magasin, c'est un lieu magique. Quand le client est au contact du produit, qu'il le touche et qu'il le regarde, qu'il l'essaye, c'est quand même plus excitant d'une certaine manière que de le commander sur Internet. Mais les jeunes, et c'est vers eux qu'il faut aller, les jeunes aiment bien le e-commerce parce qu'ils ont le sentiment du libre choix, de la façon de mieux... Vous savez, moi, il y a 30 ans, j'ai vendu des montres Omega pendant 47 ans. Mais il y a quelques années, le client venait, il me demandait une montre Omega, j'en avais 20 en vitrine, il trouvait que j'avais un choix important, il en achetait une. Les derniers clients que j'ai servis, j'ai toujours j'avais 30 montres ou 35 montres en vitrine, mais la collection Omega, c'est 400 modèles. Quand ils allaient sur Internet, ils passaient la nuit sur ce modèle qui l'intéressait. Et quand ils venaient le voir chez moi, si je l'avais, ils connaissaient mieux le modèle que moi. Donc je disais à mes équipes de vente, attention, quand un consommateur vient et qui connaît tout sur le modèle, n'essayez pas de lui faire passer un examen supplémentaire. Au contraire, essayez de le valoriser. Et qu'est-ce qui se passait? 9 fois sur 10. Le modèle que le client avait choisi, je ne l'avais pas parce qu'il existait en 42 mm, en 43 mm, en 39 mm. Donc je n'avais pas le modèle. Donc je disais aux clients qui étaient souvent jeunes, qui étaient même toujours jeunes, je disais, écoutez, si vous le commandez sur Internet, vous allez attendre 3 ou 4 jours. Vous ne savez pas quel est le site qui va vous le livrer. Si vous me le commandez à moi, je vais téléphoner tout de suite chez Omega France pour voir si c'est disponible. Vous l'aurez dans deux jours. Vous allez avoir un modèle qui n'aura pas fait de vitrine, un modèle qui sera absolument extraordinairement neuf. Et ensuite, je serai amené de vous faire un prix pour vous l'acheter chez moi. Eh bien, 9 fois sur 10, le client disait, eh bien, écoutez, j'attends 2 jours et je l'achète chez vous parce que ça me permettra de pouvoir le mettre à la taille, de pouvoir avoir un service par la suite. Donc, le e-commerce et le m-commerce constituent en fait une véritable opportunité pour le commerce physique. Les règles du jeu sont même en train d'évoluer peu à peu en faveur de celles-ci sous l'effet de la quête de rentabilité des pure players, de la crise traversée par la vente à distance et des efforts développés par les distributeurs traditionnels pour rattraper le retard sur le net. Donc, digitalisation des lieux de vente, valorisation de l'expérience client, diversification des circuits de distribution, adaptation à la concurrence, toutes ces tendances représentent de formidables défis et opportunités pour le secteur du commerce. À nous, à vous, à nous tous commerçants, de saisir de ces opportunités pour rester dans la course de la modernité et adapter nos métiers, nos savoir-faire et nos magasins aux nouvelles exigences de nos clients. Je terminerai, Monsieur le Président, en vous remerciant une nouvelle fois pour votre invitation à ce congrès et en vous conviant nombreux, dès à présent, aux 70 ans du Conseil du commerce de France, qui auront lieu lors des États généraux en 2015. Merci à tous et bonne table ronde. Zitoto, Eliniko, Emporio. Efaristo.